Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par OPCO EP. Je me présente Nicolas Lagrange, je suis journaliste à l'agence de presse AEF Info. On va faire un focus aujourd'hui sur les démarches liées à la transition écologique et énergétique et à la RSE, des démarches déployées sur les territoires avec des initiatives nombreuses, des expérimentations diverses. Et nous aurons l'occasion d'entendre 5 témoignages d'entreprises. Mais tout d'abord, pour évoquer ces démarches de proximité, leur raison d'être, leur conception, leur déploiement, 3 interlocuteurs avec moi. Didier Antoniol, délégué régional de l'OPCO-EP en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour. Corinne Villaret, qui est déléguée régionale pour la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Georges-Éric Leroux, qui est délégué régional, toujours de l'OPCO, pour la région Bretagne. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, Georges-Éric, pour initier des plans d'action régionaux en Bretagne, vous partez d'une observation d'entreprises adhérentes de l'OPCO via des rencontres avec les conseillers. Vous compilez aussi d'autres données. Quels sont les principaux constats ? Alors, d'abord, il y a une petite méthode de travail dans notre région qui consiste effectivement à analyser 3 zones d'emploi sur les 20 que compte la Bretagne chaque année, sous l'égide de notre commission paritaire régionale. En gros, 2 zones d'emploi à connotation plutôt urbaine et une zone d'emploi à connotation plutôt rurale. Et la méthode consiste en réalité à aller chercher des informations sur cette zone d'emploi pour en dresser un portrait robot à partir de sources extrêmement diversifiées, mais l'une des plus importantes étant toutes les informations collectées par les conseillers sur le terrain à partir de notre diagnostic d'enquête qui s'appelle le réflexe. Nous compilons ces données, nous les analysons, nous en sortons des éléments statistiques pertinents et nous croisons systématiquement ces réponses avec d'autres informations contenues dans d'autres bases de données, comme par exemple celles de l'URSSAF, de France Travail, de l'APEC, de la région de Bretagne, les sites des mairies. Vous voyez, c'est donc extrêmement varié, et tout ceci pour aboutir à un rapport de synthèse qui nous permet d'avoir une physionomie globale de cette zone d'emploi pour mieux en comprendre les dynamiques emploi-formation. Alors, qu'est-ce que ça vous révèle ? Quels sont les principaux constats ? Alors, s'agissant du thème qui nous réunit autour de la table, le premier constat qu'on fait, c'est qu'il y a un glissement, j'allais dire, vertueux, une espèce d'inculturation progressive des problématiques portant sur les transitions écologiques et énergétiques. Quand on a commencé ce travail, c'était à peu près à l'époque du Covid ou immédiatement après, où là, il était clair que les entreprises avaient la tête ailleurs et ne se sentaient absolument pas préoccupées par ce type de sujet. On passait donc un peu pour des ovnis quand on abordait ces questions. Au fil du temps, on s'est rendu compte que, également grâce à l'action des pouvoirs publics qui ont énormément communiqué sur le sujet, eh bien, petit à petit, les chefs d'entreprise adhèrent à ce discours pour des motifs extrêmement variés. Ce sont des motifs de gestion d'entreprise, de marque employeur, de besoin de recrutement, de nécessité économique. Ils sont de plus en plus perméables à cette problématique-là. Et on voit que, tant selon les régions que selon les branches, eh bien, nous avons des réponses et des constats qui sont de plus en plus favorables s'agissant de ces préoccupations. Alors, on peut très rapidement faire des distinctions. On voit par exemple que les zones urbaines sont en moyenne, c'est vraiment des généralités, plutôt moins sensibles que les zones rurales pour des motifs qu'on comprendra aisément. On fait également ces mêmes distinctions entre les branches. Certaines branches sont historiquement très inculturées sur les transitions écologiques, comme par exemple le machinisme agricole, et pour cause, ou alors certaines entreprises de santé qui ont des politiques de traitement des déchets qui sont déjà très avancées, et puis d'autres encore y arrivent sous la pression de contraintes économiques, notamment les boulangeries et les bouchers qui ont besoin de maîtriser leurs factures d'énergie. Donc on voit au fil du temps, petit à petit, une véritable inculturation, et puis peut-être demain une véritable culture sur les transitions écologiques et énergétiques s'incrémenter peu à peu dans les entreprises. C'est un processus qui est lent, qui prendra encore du temps, mais qui aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, est sur une tendance positive et donc vertueuse. Didier Antoniol en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour informer plus largement les entreprises sur les enjeux de la transition écologique et énergétique, pour toucher davantage, quelles sont les stratégies territoriales qui peuvent être mises en œuvre ?
Alors, la première des stratégies, ça reste la visite des entreprises par les conseillers de l'OPCO-EP, visite au cours de laquelle on va questionner, interroger les entreprises sur l'emploi, la formation, le numérique, mais également leurs connaissances et leurs pratiques en matière de transition énergétique et écologique. Et puis, depuis plusieurs années, avec la commission paritaire régionale, on a développé également une stratégie qui consiste à aller dans les territoires et rencontrer les acteurs politiques, économiques et sociaux des territoires, et particulièrement les territoires, les municipalités qui sont inscrites dans les programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain et maintenant Village d'avenir, qui sont des programmes qui portent sur des projets de revitalisation de ces communes, et notamment qui intègrent les questions environnementales. C'est par exemple la revitalisation du centre-ville, la rénovation de l'habitat, la piétonisation, la jardinisation, la collecte des déchets, etc. Et sur tous ces sujets, la question qu'on s'est posée, c'est comment nos entreprises, qui sont des acteurs de ces villes, s'approprient ces sujets d'une ville qui est en train de se transformer. Et donc, pour pouvoir travailler là-dessus, avec l'ensemble des acteurs politiques, économiques, sociaux d'un territoire, nous menons des diagnostics territoriaux avec des plans d'action. Et notamment dans les plans d'action qui portent sur l'emploi, sur l'alternance, il y a toujours un volet qui est comment on peut mieux accompagner les entreprises aujourd'hui vers la transition écologique et environnementale de chaque entreprise, mais en inscrivant l'action de l'entreprise dans ce qui se passe dans son environnement, dans son territoire. Merci Corinne Villaret. En Nouvelle-Aquitaine, les enjeux de transition écologique et énergétique sont portés, on l'a vu tout à l'heure, par les représentants régionaux des employeurs des salariés, par les équipes terrain, également par d'autres acteurs du territoire. Oui, effectivement, la région en Nouvelle-Aquitaine est également un partenaire clé sur les enjeux de la transition écologique et elle porte très activement ce sujet. Les services, alors on a avec le conseil régional un programme qui est Terra Nova et dans lequel peuvent s'inscrire les entreprises et les partenaires pour accompagner les entreprises. Les services de l'État et notamment la DRETS aussi cofinance aux côtés de notre OPCO des accompagnements en ressources humaines auprès des entreprises et l'État a accepté que ces accompagnements puissent être orientés vers la responsabilité sociétale des entreprises, RSE, et la transition écologique en lien avec les enjeux RH. La clé d'entrée est de toute manière pour les partenaires comme pour nous et pour les entreprises, c'est le conseiller de l'OPCO-EP grâce à son guide d'entretien dont viennent de parler mes collègues et son expertise. Il peut découvrir les réalités et les besoins des entreprises. Il peut aborder des thèmes spécifiques comme la transition écologique et énergétique et proposer un prépositionnement pour aider l'entreprise à bien se situer, mais surtout à identifier ses priorités, notamment à travers d'un diagnostic flash TE. Merci Georges-Éric Leroux. En Bretagne, cette montée en puissance des démarches liées à la transition écologique et énergétique que vous décrivez tous les trois se traduit comment? Quelques chiffres clés peut-être à nous partager. Oui, effectivement, il y a le travail, comme le souligne très bien Didier et Corinne, il y a le travail de nos conseillers formation, très impliqués sur le terrain sur ces problématiques. Pour vous donner quelques éléments chiffrés, effectivement, en 2024, on a administré à peu près 268 diagnostics flash sur ce sujet, déjà une soixantaine depuis le début de l'année. Ça traduit complètement ce que j'évoquais en préliminaire, c'est-à-dire cette inculturation progressive auprès des entreprises des questions qui touchent aux transitions écologiques et énergétiques. Nous ne sommes évidemment pas les seuls acteurs. Les mairies, à leur niveau maintenant, font de plus en plus de choses. On voit leurs sites qui se musclent au sens propre comme au sens figuré sur ces thèmes. Et à vrai dire, tant et si bien que dans notre plan d'action régional 2025, nous avons convenu avec la DRETS d'une convention portant spécialement sur la possibilité pour l'entreprise de réaliser, au-delà du diagnostic flash de nos conseillers, un diagnostic approfondi réalisé par un professionnel des transitions écologiques et énergétiques pour coller au plus près des problématiques de l'entreprise et afin de mettre en place un plan d'action en ce sens qui colle véritablement à ses besoins. Donc, à côté du travail du conseiller. Oui, c'est un accompagnement renforcé. On aura l'occasion tout à l'heure d'y revenir. Peut-être encore un mot sur un exemple, si vous aviez un exemple à donner, un exemple de démarche qui vous semblerait intéressante à partager avec notre auditoire.
Oui, effectivement. Alors, dans le cadre de nos observations de zone d'emploi, on est un jour tombé sur un salon de coiffure à Châteauneuf-du-Fou. Je défie tout le monde autour de l'écran de me dire, sauf les Bretons bien sûr, où est Châteauneuf-du-Fou. C'est un petit village qui est situé dans le centre-ouest Bretagne, une zone qui est assez déshéritée. Et là, vous avez un salon de coiffure qui s'est totalement verdi. C'est-à-dire que le chef d'entreprise affiche une marque employeur totalement axée sur ces thèmes. Et je dirais que tant dans le champ du recrutement, qui est toujours un problème chez nous, que dans le champ du développement de son chiffre d'affaires, cette marque employeur, très axée sur les transitions, est pour lui un levier et un vecteur de croissance et d'attractivité extrêmement significatif. Ouais, merci beaucoup. Corinne Villaret, de votre côté, une ou deux données sur le déploiement et ensuite on ira sur quelques exemples là aussi de pistes ou de pratiques mises en place. Alors, en 2024, on a accompagné un peu plus d'une trentaine d'entreprises dans un cadre d'appui renforcé aux ressources humaines sur l'éco-développement. Ça a représenté une enveloppe d'une centaine de mille d'euros. 100 KE, tout simplement, au bénéfice des entreprises qui voulaient s'inscrire dans ces démarches. Cet accompagnement a été réalisé par des consultants spécialisés qui ont collaboré étroitement avec chaque entreprise et ont mené ces diagnostics et défini les enjeux spécifiques et élaboré pour les actions concrètes. Alors, on verra tout à l'heure des témoignages d'entreprises qui ont bénéficié de ce type d'accompagnement renforcé. Quels enseignements ressortent de ces diagnostics approfondis? Ils se terminent toujours par des pistes d'action. Quel type de pistes émergent, Corinne? Alors, les accompagnements ont permis aux entreprises de mieux comprendre et d'intégrer les fondamentaux de ces transitions, les grands enjeux environnementaux afin d'établir des stratégies éco-responsables et de piloter leur multi-performance, on va dire, en intégrant les enjeux de la transition écologique et d'économie d'énergie dans les situations de travail. Ils ont pu, par exemple, minimiser leur empreinte carbone, réduire les pertes liées à la production et aux invendus, choisir des produits bio en circuit court, utiliser des étiquetages réutilisables et limiter les emballages individuels. Après, les formations ont pu permettre aux collaborateurs de se professionnaliser sur certains enjeux, par exemple, comme intégrer le management environnemental, le RSE et l'éco-développement dans leur activité. Ce qui nous a interpellés et ravis, c'est que différents domaines d'activité se sont inscrits dans ces démarches, comme des secteurs de l'immobilier, du service à la personne, de l'alimentation, du froid, des combustibles, de l'imprimerie et des cabinets dentaires, huissiers et officines parapharmaceutiques. Merci beaucoup, Didier Antoniol, de votre côté, en région PACA. Quelle accélération sur ces enjeux de transition écologique énergétique? Alors, nous, on a en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en 2024, les conseillers ont administré à peu près plus de 500 questionnaires sur la question de la transition environnementale. Et on s'aperçoit que souvent la visite du conseiller, c'est le premier niveau de sensibilisation et d'acculturation de l'entreprise aux enjeux qui l'attendent. Et on observe, les années faisant, une prise de conscience qui est très nette de la part des entreprises, mais avec des actions qui peinent encore à se mettre en œuvre. Un constat, c'est que plus l'entreprise a de salariés, plus elle s'engage. Pour les plus petites, ce qu'on a constaté, c'est que leur prise de conscience, elle est davantage sur la transition énergétique que sur la transition écologique. On met beaucoup de choses entre énergétique, écologique, développement durable, etc. On a encore du mal à s'y retrouver. Oui. Et d'où l'intérêt de l'accompagnement, effectivement, pour pouvoir accélérer. Dernière question, peut-être 2-3 illustrations d'actions menées qui vous semblent là aussi intéressantes à évoquer. Alors oui, on a regardé, puisque en fonction des branches professionnelles, il y a des approches qui sont différencielles, elles n'ont pas toutes le même degré de maturité en matière de formation. Corinne l'évoquait. Nous, on s'aperçoit que dans les métiers de l'alimentation, ce sont plutôt les formations aux éco-gestes ou à la réduction des déchets qui sont réalisées. Dans l'immobilier, on voit apparaître toute une réflexion aujourd'hui sur ce qu'ils appellent la hedflation, c'est-à-dire l'augmentation du coût de la rénovation énergétique par rapport au prix de l'immobilier. Et donc ça, forcément, c'est notre branche de l'immobilier, des répercussions. Et puis c'est beaucoup également sur les
les nouvelles gestions locatives avec les diagnostics de performance énergétique. Dans des branches qui sont plus matures comme la miroiterie, le froid, parce que depuis plusieurs années, elles sont impactées par des normes réglementaires, on est plutôt sur la valorisation de ce qu'elles font déjà pour répondre à des appels d'offres ou pour mieux répondre aux besoins aujourd'hui d'isolation phonique, thermique et autres. On a une branche qui est très active, mais Monsieur Cholot, qui est le DRH du domaine skiable de Serre Chevalier pour la remontée mécanique, en parlera mieux que moi. Et pour terminer de façon transverse, quelle que soit la branche, on s'aperçoit que il y a aujourd'hui la notion de marque employeur qui transcende toutes les entreprises et nous on porte de nos voeux qu'elle soit également couplée avec la marque de territoire et que sur ces questions de transition écologique et environnementale, on puisse être sur de la marque employeur de territoire. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans ce qui se passe concrètement autour de l'entreprise. Merci, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour tous ces éclairages et cette mise en perspective. Alors, on va faire un focus à présent sur plusieurs témoignages d'entreprises, 2 premiers témoignages d'entreprises sur les actions mises en place et envisagées. Et nos 3 interlocuteurs sur cette séquence vont pouvoir nous rejoindre, Delphine Ferradou, Justine Drouillard et Jérôme Banderier. 2 entreprises, l'une du commerce de détail et de l'habillement, l'autre de la promotion immobilière, toutes 2 situées en Gironde. Et pour parler de ces 2 exemples, on accueille alors à l'écran Delphine Ferradou, qui est conseillère de l'OPCO EP en région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Delphine. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le Également, monde. alors Justine Drouillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la création et de l'achat au sein de la maison Petrus, qui fabrique et qui vend des étoles, des foulards, des carrés de soie. Et le 3e interlocuteur nous a rejoint, Jérôme Banderier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dirigeant de la société de promotion immobilière Atoll Terrain. Alors chez Atoll Terrain, vous avez 3 collaborateurs, vous êtes 4 en tout. La société est située à Mérignac, en Gironde. Elle achète des terrains, les aménage, eau, électricité, tout à l'égout, télécom, pour les vendre en parcelles. Vous vous êtes intéressé à la RSE il y a 2-3 ans maintenant et vous y avez réfléchi collectivement. De quelle manière? Alors effectivement, la RSE, je dirais, c'est une notion qui est de plus en plus discutée actuellement. On s'est intéressé à la RSE, en fait, c'était pour faire un arrêt et un point sur les pratiques que nous avions dans notre métier et avoir une meilleure perception des marges de progrès que nous pouvions réaliser. Et on s'aperçoit de plus en plus que cette notion de RSE est une attente vis-à-vis de nos parties prenantes. Oui, et d'ailleurs, vous êtes fait accompagner par une société que vous aviez rencontrée sur un forum. Vous avez sensibilisé les salariés avec une fresque du climat sur les enjeux RSE. Et puis, cette société, précisément, vous a aidé à avoir une vision très complète, pour le coup, de toutes les parties prenantes avec lesquelles vous êtes en contact régulièrement. Oui, absolument. Et en fait, c'est au travers de ce travail où on s'est rendu compte que on avait un nombre de parties prenantes qui était assez important. Nous, dans notre métier, on a des clients. Et puis, d'un autre côté, on a des mairies sur lesquelles on intervient. Et effectivement, on avait un certain nombre de parties prenantes complémentaires qui sont venues, qui nous sont apparues. Mais c'est vrai que... Quelques exemples peut-être justement de ces parties prenantes auxquelles on ne pense pas forcément quand on pense à promotion immobilière. Ne serait-ce que les mairies, ne serait-ce que les banques, qui sont quand même 2 entités décisionnaires fortes dans nos activités, puisque sans leur aval, aucun business ne peut être réalisé. Mais il y a aussi les notaires, il y a aussi les agents immobiliers, il y a aussi les entreprises de travaux publics, il y a aussi les concessionnaires. Et effectivement, on s'aperçoit que très rapidement, dans notre écosystème, on a une 50aine de parties prenantes qui sont importantes au travers de notre activité.
Alors avec cet accompagnement et cette première immersion dans les enjeux de responsabilité sociétale et environnementale, vous avez pu déjà finalement recenser des pratiques qui étaient déjà en place, qui relevaient de la RSE. Quelques Mm. exemples de pratiques sur le volet sociétal et sur le volet environnemental? Alors, je dirais, enfin, l'avantage du diagnostic que l'on a fait avec cette société, c'est que finalement, ça nous permet de nous rendre compte que ce qu'on faisait était finalement pas si mal que ça. Par exemple, au niveau de nos pratiques salariales, enfin, enfin, c'est du bon sens hein, que je vous dis, mais prendre soin de nos salariés, être attentif, être à l'écoute, les engagements vis-à-vis de nos clients. Alors, toute personne fait du commerce essaie d'avoir les engagements les plus, enfin, j'allais dire les plus engagés, mais les meilleurs vis-à-vis de ses clients. Mais l'avantage de ce diagnostic, c'est que ils ont aussi fait un audit auprès de nos parties prenantes et ils ont auditionné, pris contact avec l'ensemble de nos parties prenantes, que ce soit des clients, que ce soit des notaires, que ce soit des entreprises, que ce soit des bureaux d'études, etc. Et finalement, le scoring que l'on a eu, enfin, nous a démontré que finalement, déjà ce que l'on faisait, on était dans une pratique RSE sans le savoir, mais surtout, c'est que ils ont mis aussi le doigt sur des points d'amélioration. Et je pense que la pratique RSE et cette démarche, c'est surtout pour s'améliorer. Le Oui. label en soi, c'est pas une finalité, bien qu'on y tende, mais c'est plus quelles sont les voies de progression que l'on peut avoir dans le RSE. Un petit exemple en matière environnementale de pratiques un peu nouvelles. Mm, Vous gérez maintenant les eaux de pluie différemment. Traditionnellement, on enfouit les canalisations. mm. Vous, désormais, vous avez une autre pratique. Oui, alors c'est ce qu'on appelle la gestion douce. Et donc, en fait, la gestion douce, c'est le long des voiries, plutôt que d'avoir des tuyaux sous la voirie, on fait des accompagnements paysagers qui va gérer ces eaux de pluie. Alors, ça a un triple avantage. La première, c'est que ça évite de mettre des tuyaux sous la route. Et comme on dit, pour baisser ses émissions euh, de CO2, le matériel qui émet le moins de CO2, c'est le matériel qu'on ne met pas en place. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'émission de CO2, il n'y a pas de transport, puisque c'est naturel. Deuxième avantage, c'est que ça améliore les perspectives de la voirie. C'est-à-dire qu'on a des voiries plus larges, plus agréables à vivre, et qui servent tant aux colotis, mais aussi à la perspective de voirie qui est beaucoup plus dégagée. Ouais, c'est Et ça. la Grâce troisième finalement. chose, Oui, pardon. et la troisième chose, Oui. et ce que c'est un peu le mantra de notre société, c'est qu'un objet doit avoir deux fonctions. Si un objet n'a pas deux fonctions, c'est qu'il est mal pensé. Et effectivement, au travers de ces surlargeurs de voirie, ben non seulement ça nous permet de gérer l'eau de façon, je dirais, douce, mais ça nous permet également de faire des accès qui servent également de parking pour les colotis. Ouais, merci pour Donc, vous ces voyez, exemples. Ouais. ça nous amène un peu plus loin dans les raisonnements. Ouais, on y reviendra tout à l'heure. Justine Drouillard, la maison Pétrus est située également en Gironde, à Longon. Vous avez 2 boutiques à Bordeaux, 2 à Paris, à peu près une vingtaine de salariés. Et c'est l'arrivée d'une nouvelle dirigeante en 2019 qui a fait prendre un virage RSE à l'entreprise dans un secteur textile qui était très concerné par les enjeux de développement durable. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Alors nous sommes situés au cœur du vignoble bordelais, donc au château Mauriac. La maison Pétrus existe depuis déjà plus de 25 ans. Elle est née d'un voyage en Inde, donc on part quand même d'une base pas forcément française dans la production. Et en effet, le secteur textile a fait beaucoup parler de lui, notamment en lien avec la RSE et tous les progrès qui ont été faits ces dernières années. Donc on est de toute façon concerné par ce sujet depuis le départ.
on est une entreprise qui est vouée de toute façon à faire mieux à chacune de nos étapes de création ou de production. Et en effet, à l'arrivée de Florence Lafragette, qui est du coup la présidente et la directrice artistique de Pétrus, elle a vraiment voulu prendre ce virage du Made in France, de l'international et du digital. Donc, le Made in France, ça passe évidemment d'abord par tout ce qui est relocalisation de nos productions. Donc, on conserve bien sûr certains de nos partenaires en Inde avec qui on travaille depuis le premier jour, qui détiennent en fait ces savoir-faire, notamment dans le tissage jacquard et dans d'autres techniques qu'on a avec eux et qu'on ne retrouve pas encore pour l'instant à la même hauteur en France. Néanmoins, on a beaucoup progressé sur la relocalisation. On est passé de moins de 2% avant l'arrivée de Florence à plus de 65%, voire 68% sur les dernières collections. Donc, ça a nécessité beaucoup de veille, de recherche, de nouveaux partenaires. Et on y arrive petit à petit, mais c'est des missions, oui, quotidiennes et constantes dans chacune de nos journées. Oui, et ça, c'est pour les achats et la production, mais il y a également Oui. les boutiques. Les salariés doivent s'approprier au mieux votre histoire, les enjeux, avec une fierté d'appartenance finalement aussi à cultiver, d'où une réflexion que vous avez menée sur la politique de recrutement et d'intégration en 2024 avec l'appui de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Oui, c'est ça, c'est qu'on se dit être une entreprise vraiment connectée, qui crée du sens et du lien avec les clients, mais aussi au sein même des collaborateurs chez Pétrus. On essaye de travailler en harmonie tous ensemble et de véhiculer les mêmes messages et nos ambitions. Et ça passe, oui, par un virage aussi de recrutement de nouvelles personnes qu'on essaye d'accompagner un maximum à leur arrivée, et ça passe par la création, oui, de livrets d'onboarding, de choses qu'on verra ensuite avec Delphine grâce à leur accompagnement. Mais en effet, c'est la formation qui permet de véhiculer et de maintenir ces ambitions-là tous les jours. On a eu beaucoup d'exemples de test and learn en boutique, quand les membres de l'équipe qui sont plutôt situés dans les ateliers à Langon viennent en boutique pour partager justement les valeurs, expliquer les matières, les techniques. On a déjà eu un produit par exemple qui était fabriqué à partir de modal, une matière qui est naturelle, artificielle, mais que les équipes ne comprenaient pas ou n'avaient pas encore conscience en fait de cette qualité de matière-là, et ce produit a fait un flop au départ parce que il n'y avait pas cette formation et il n'y avait pas cet échange. Et à partir du moment où on leur a expliqué mais c'est super cette matière, c'est issu du bois de hêtre, ça a une vraie histoire aussi liée à notre environnement, à la nature qui nous est chère chez Pétrus. Et du coup, c'est vraiment un bon exemple d'accompagnement et de réussite de formation quand on se déplace et qu'on échange et qu'on partage. Précisément, Delphine Ferradou, vous accompagnez l'entreprise, la maison Pétrus. Quelles solutions d'accompagnement avez-vous mis en place pour travailler sur recrutement et intégration? Alors, votre micro est coupé, Delphine. Voilà, on vous laisse le temps de rétablir votre micro. Oui, pardon, excusez-moi. Ouais. Vous m'entendez désormais? Oui. Et effectivement, avec Pétrus, on a mis en place ce qu'on appelle une prestation de conseil en ressources humaines, c'est-à-dire l'intervention d'un prestataire de leur choix pour les accompagner sur le volet ressources humaines de leur démarche RSE qui était déjà enclenchée. Et il se trouve que par rapport au personnel des boutiques, et donc les salariés des boutiques, il y avait ce souhait justement de retravailler les process de recrutement, d'accueil et d'appropriation de la marque Pétrus, qui a été accompagné par le prestataire qu'elles ont choisi.
Cette prestation s'est déroulée sur quelques mois entre mai et septembre 2024 sur une durée totale d'une journée et demie. Donc vous voyez, ça peut être des prestations qui ont l'air d'être de courte durée, mais c'est un accompagnement où on fait du diagnostic, on travaille sur une des étapes. Il y a tout un travail ensuite dans l'entreprise, un retour avec le prestataire, et ça, il y a des allers-retours comme ça qui se font, qui permettent d'aller plus loin, de construire des outils. Et quelles sont les modalités financières de cet accompagnement? Alors cet accompagnement en région Nouvelle-Aquitaine a bénéficié d'un cofinancement à 50% par la DRETS en Nouvelle-Aquitaine, donc les services de l'État, et à 50% par l'OPCO-EP. D'accord, merci. Sans reste à charge pour l'entreprise. Sans reste à charge, oui, ce qui effectivement est important. Alors, c'est pas toujours le cas. On aura l'occasion effectivement d'en rediscuter après, mais il y a toujours quand même un financement relativement conséquent. Jérôme Banderier, je reviens vers vous. Chez Atoll Terrain, vous avez tout à l'heure évoqué une stratégie de labellisation. Vous souhaitez aller vers la norme ISO 26000, qui est la norme de référence pour la responsabilité sociétale et environnementale. Avec ce sujet de l'accompagnement, justement, quel type d'accompagnement pour aller vers cette norme? Oui, donc effectivement, on envisage d'aller vers la labellisation, sachant qu'au début, c'était pas, enfin, on n'avait pas fait ça dans cette optique-là. Cette labellisation, en fait, on s'est rendu compte que, et je pense que c'est une information qui va intéresser beaucoup de gens, les banques sont déjà dans cette logique RSE pour leur propre structure. C'est-à-dire que pour qu'une banque puisse financer des entreprises polluantes, par exemple Total, il faut qu'elle contrebalance en finançant des entreprises vertueuses. Donc, c'est-à-dire que pour contrebalancer cela, elles vont être à la recherche de financement vertueux, c'est-à-dire que les entreprises qui vont être RSE ou qui vont avoir une production vertueuse auront des prêts bonifiés par les banques. C'est-à-dire que les entreprises qui seront dans cette démarche auront une meilleure cotation et cela permettra aux entreprises de trouver plus facilement du financement et trouver du financement moins cher. Donc je dirais ça a un côté pratique immédiat. Est-ce que vous avez le sentiment d'ores et déjà aujourd'hui, Jérôme Banderier, que cette démarche RSE engagée depuis 2-3 ans a un impact positif sur votre activité au-delà de vos convictions? Alors, oui, parce que je dirais c'est un peu comme un jeu de piste. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on découvre et qu'on prend conscience, on a envie de bien faire. Et donc, nous, ça nous a amené à changer un certain nombre de choses, par exemple sur la gouvernance, un certain nombre de choses sur, je vais intégrer par exemple les bilans carbone dès le début dans mes opérations, où je vais pouvoir les défendre mes projets, non pas d'un point de vue purement financier, mais d'un point de vue environnemental. Et je pense que ce sera perçu de façon beaucoup plus positive et beaucoup plus acceptable par les collectivités, par le voisinage, par un certain nombre de parties prenantes. Merci beaucoup Delphine Ferradou. Qu'est-ce qui peut être envisagé pour accompagner dans cette démarche Atoll Terrain? Est-ce qu'il y a des dispositifs, des fonds qui pourraient être mobilisables? Alors aujourd'hui, le projet d'Atoll Terrain, c'est d'obtenir ce label ISO 26000, qui est un label exigeant et qui recouvre la démarche RSE à 360 degrés. Et d'obtenir et de maintenir en fait cette norme. Aujourd'hui, ce sur quoi je travaille avec eux, c'est les accompagner sur la formation des salariés d'Atoll Terrain pour obtenir et garder cette norme. Ça passe par leur prestataire qui les a accompagnés jusqu'ici et qui doit en fait être Calliope pour pouvoir les accompagner sur ce sujet. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils sont en capacité de leur délivrer des actions de formation en lien
avec l'obtention de ce label, ou c'est eux en fait qui font le travail d'obtention de ce label, eh bien on peut mobiliser différents dispositifs financiers en fonction des critères de leur branche professionnelle, mais aussi si ces fonds ne sont pas disponibles au moment de leurs besoins, aller vers d'autres financements. Et là, on peut aller vers des financements en région, avec l'État ou avec même l'Union européenne. Ouais, merci beaucoup, Delphine. Alors, une dernière question, Justine Drouillard. On évoquait tout à l'heure ce que vous avez mis en place chez Petrus, l'accompagnement renforcé qui vous avait été proposé pour travailler sur le recrutement et sur l'intégration des nouveaux arrivants. Il y a eu un certain nombre de pistes d'action qui ont été retenues à l'issue de cet accompagnement. Vous nous avez parlé tout à l'heure notamment d'un livret. Dites-nous-en un peu plus sur les livrables précisément qui ont pu être mis en place. Alors les livrets, c'est en fait c'est comme notre Bible en fait où on explique vraiment l'ambition de la maison, les projets aussi qu'on a pu déjà effectuer dans le passé, ce qu'on attend aussi de chacun des collaborateurs, les respects, la recherche de partage, de bienveillance. On essaye d'indiquer aussi l'organisation de tous les services en fait pour vraiment informer tout le monde de qui fait quoi pour montrer qu'on est tous aussi présents, disponibles et que on est tous les maillons de cette belle chaîne. On essaye aussi de décrire le parcours d'intégration en général de chacun des arrivés en fait et ensuite on essaye aussi à la suite de ce livret, de maintenir un suivi sur l'arrivée avec, par exemple, un entretien de suivi. Il y a lieu quelques semaines après l'intégration et qui permet de vérifier qu'elle s'est bien passée, puis éventuellement de lever quelques points d'interrogation. Oui, des axes d'amélioration, tout à fait. Donc, c'est des choses qui existent, mais qui s'améliorent vraiment de toute façon à chaque étape, à chaque nouvelle arrivée. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages. Merci bien. On va aborder à présent 3 nouveaux témoignages d'entreprise et je le dis aux participants qui sont connectés, n'hésitez pas si vous avez des questions à la fois qui s'adressent aux entreprises qui témoignent ou aux interlocuteurs de l'OPCO EP, n'hésitez pas à poster vos commentaires, vos contributions ou vos questions sur le fil de discussion. Donc 3 nouveaux témoignages d'entreprise, une station de sport d'hiver des Hautes-Alpes et on voit le DRH Stéphane Cholot qui apparaît à l'écran, une boulangerie-pâtisserie des Bouches-du-Rhône et un prestataire de santé à domicile en Bretagne. Donc plusieurs intervenants qui vont prendre place et on va démarrer par vous qui êtes à l'écran, Stéphane Cholot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc DRH du domaine skiable de Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes. Vous employez en moyenne 235 salariés en équivalent temps plein. En haute saison, c'est presque 500. Le domaine skiable est très étendu, sur 15 km, sur plusieurs communes, avec beaucoup de métiers différents. L'accueil des remontées mécaniques, bien sûr, les pisteurs secouristes, mais il y a aussi des dameurs, des mécaniciens, des électriciens et aussi beaucoup de fonctions support. Deuxième interlocuteur, c'est Mathieu Kerleroux. Alors, Mathieu, on n'a pas l'image, et on vous aperçoit, on vous entend a priori. Vous nous entendez également ? Je vous entends très bien, je vais essayer de me connecter. Bonjour. En attendant que vous vous connectiez, un troisième interlocuteur, Florian Coulin. Et bonjour à tous. Florian, vous êtes boulanger-pâtissier Oui. à Saint-Martin-de-Crau, dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes gérant de cette boulangerie-pâtisserie. Et à vos côtés, Thierry Roux, qui est responsable du conseil aux entreprises pour l'OPCO EP dans la région. Bonjour Thierry. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors s'agissant de votre boulangerie, Florian Coulin, vous avez repris cette boulangerie-pâtisserie il y a une dizaine d'années, après avoir été notamment chef pâtissier dans un restaurant semi-gastronomique. À l'époque, lors de la reprise, vous aviez 3 salariés, vous en avez 13 aujourd'hui. Et dès le démarrage,
vous avez opté pour des produits plus durables et des matériels moins énergivores. Expliquez-nous. Alors la démarche au départ pour nous a été assez simple. C'est que on a beaucoup de matériel qui est énergivore dans notre métier. Et en fait, le fait de faire attention à tout ce qui est écologie, avoir une démarche un peu tout est scindé, c'est-à-dire que le fait d'avoir un four qui consomme moins, ben on gagne aussi en énergie et on gagne voilà en facture. Voilà. Donc tout ce qu'on dépense pas, c'est de l'argent gagné à la fin de l'année. Donc en fait la démarche a été de changer de four, donc mettre un four avec une isolation un peu plus costaud et avec des portes en fer qui nous font économiser à peu près 10% d'énergie sur le four à l'année. Voilà. Et après, on a développé au fur et à mesure l'entreprise avec du matériel comme ça, qui est un peu dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, on va continuer en septembre, là, donc on change tout notre magasin et on va changer les vitrines de froid, on va changer un peu tout ce qui est éclairage au magasin pour entrer aussi dans cette démarche où sur la vitrine réfrigérée, on devrait économiser entre 30 et 40% d'énergie sur le froid, sur toute la partie boutique. Ouais, vous avez également développé. Juste en changeant notre vitrine. Vous avez également développé de nouveaux produits. Vous utilisez de la farine bio, vous proposez une gamme de pains sans additifs ni conservateurs. Et vous avez également insisté sur le choix des matières premières en faisant plutôt le choix des circuits de proximité. C'est ça. Et là, avec Thierry Roux, on a travaillé, on a cherché à avoir un intervenant qui soit compétent pour nous accompagner. On cherche pas juste un intervenant pour faire une formation comme d'habitude. On a eu un intervenant qui est venu et qui a fait un peu une évaluation un peu de l'entreprise et on a travaillé avec lui pour travailler en circuit court et changer toutes nos méthodes de cuisson. Tout ce qui est accompagnement, les salades, les choses comme ça, et avoir une vraie démarche qui soit qualitative et pour les salariés et pour nous et qui soit rentable à la fin du compte. Donc c'est-à-dire que tout a été scindé, la démarche au niveau de l'entreprise. Pour le business où nous on a pris 30% quasiment au niveau du salé sur l'entreprise depuis l'intervention de notre formateur. Et donc ça a été assez concret et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rendez-vous téléphoniques par rapport à ça, mais du coup ça s'est concrétisé par quelque chose de concret pour nous. Ouais. Thierry Roux, alors peut-être quelques mots sur justement cet accompagnement, sur la mise en place de nouvelles méthodes, d'une nouvelle organisation. Comment cet accompagnement a-t-il été mis en place avec un formateur qui est intervenu sur site? Oui, c'est ça. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors peut-être repréciser par rapport à ce qui a été dit effectivement précédemment par les différents délégués régionaux. C'est vrai qu'au niveau de l'OPCO-EP, la volonté, c'est d'aller à la rencontre de nos entreprises, de les visiter au plus près finalement de leur lieu de production. C'est pour ça aujourd'hui je suis dans la boulangerie aussi pour voir les projets 2025-2026 de Florian. Donc effectivement, quand on s'est rencontrés la première fois, on a senti une vraie volonté de la boulangerie de développer, d'aller encore plus loin sur son activité, sur sa diversification. Et donc, on a regardé par rapport à son projet, quelles étaient les typologies de formation qu'on pouvait mettre en place. On est là sur un projet qui est à la croisée de plusieurs dispositifs. On est en même temps sur de la transition alimentaire quelque part, avec l'utilisation, effectivement, on a vu de produits locaux dans l'utilisation des matières premières. Et également dans une volonté de transition écologique et énergétique, parce qu'il a été présenté par Florian, de diminuer sa consommation énergétique et de faire des gains de productivité, mais aussi de prendre en compte la qualité des produits en sortie, puis la qualité du travail également pour les collaborateurs. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on a essayé d'intégrer dans le plan de formation de l'entreprise. Oui, ça s'est traduit comment, Thierry, pour que nos auditeurs comprennent bien quel est le process. Il y a un formateur qui se déplace. Alors bien sûr, c'est un dossier, c'est un peu lourd à monter. C'est vous qui avez pris en charge cette partie de montage de dossier. Et ensuite, finalement,
Ce formateur, qui est un ancien chef, est intervenu de quelle manière, sous quelle fréquence, Alors, auprès de quelques-uns des salariés, de la moitié à peu près des salariés de la boulangerie? Alors c'était quand même un investissement important pour la boulangerie, hein, parce que c'était un plan de formation assez important, parce qu'il y avait à peu près 48 heures de formation par collaborateur sur des éléments liés justement à la production locale, au travail sur les matières premières, mais aussi au développement de tout ce qui était lié au snacking, à la diversification, à l'optimisation de la matière première, à éviter les pertes, etc. Donc il y a vraiment un travail en profondeur avec l'organisme de formation. Par contre, au regard de la taille de l'entreprise, c'est sûr que c'était un investissement très important. Donc, on est allé rechercher effectivement des cofinancements qu'on avait à notre disposition, et notamment le FNE Formation, sur lequel on avait des lignes de financement qui étaient liées à la transition alimentaire et à la transition écologique et énergétique. Et donc, ce fonds de l'État nous a permis en fait de faire un levier financier, et pour que cet effort financier de l'entreprise puisse être absorbé en partie par ces fonds, ces cofinancements OPCO et État. Ouais. Donc avec des modules de formation, plusieurs modules de formation qui ont été suivis d'avril à juin, je crois. C'est ça. C'est ça. Ouais. Merci, Donc, merci à tous les deux. On reviendra vers vous tout à l'heure. Alors, deuxième témoignage, plus en altitude, si je puis dire, à la station de ski de Serre-Chevalier. Stéphane Cholot, donc DRH de cette station. Certaines pistes de Serre-Chevalier culminent à 2800 mètres d'altitude. C'est une altitude assez élevée où la neige reste bien présente. Et pourtant, pourrait-on dire, depuis 6-7 ans, vous avez multiplié les démarches liées à la transition écologique et énergétique. Pourquoi? Quels sont vos enjeux? Déjà, on est une station de ski et donc on opère sur un territoire. Déjà, quand les stations se sont construites, il y a eu des travaux, mais il y a toujours eu une volonté de faire attention à la nature, faire attention au territoire, avec certainement plus ou moins de conscience suivant les uns et les autres. En tout cas, à Serre-Chevalier, on en a une forte conscience depuis pas mal d'années. Donc voilà pourquoi c'est vraiment quelque chose qui est inscrit en nous. Et puis après, le dérèglement climatique, parce que c'est surtout le dérèglement climatique, les effets sur la neige, ça, toutes les stations en France, il y en a plus de 250, le vivent plus ou moins différemment, bien sûr, suivant l'altitude à laquelle on est, mais néanmoins, tout le monde y est sensible. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que tout s'inscrit. Et puis aussi, on est des stations qui utilisent pas mal d'énergie, de l'électricité pour faire remonter, des dameuses avec différents moyens, j'en parlerai après. Donc il y a aussi derrière des aspects économiques. Oui, alors vous aviez aussi un directeur de station très volontariste sur le sujet. Et puis, même si vous êtes à 2800 mètres, vous me disiez lors de notre échange préparatoire que finalement, certaines pistes descendent à 1200 mètres. Et là, le problème de la neige peut se poser. Alors, quel type d'action au fil des années avez-vous mis en place? Alors, on a déjà commencé il y a plus de 20 ans avec différentes petites actions à l'époque qui étaient du domaine de sensibilisation, de journées de nettoyage pour que tout le monde puisse comprendre, mettre en place un observatoire environnemental qui permet aussi, quand on fait des travaux, de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut être comme impact. Et puis surtout, depuis 2018, on s'est lancé dans des énergies renouvelables. Et là, on a été effectivement les premiers à tester. Donc, on a voulu tester les trois types d'énergie, que ça soit de l'éolien, à petite dose, je rassure, du photovoltaïque et puis surtout de l'hydroélectricité. Et puis, dans l'ordre, à l'heure actuelle, tout ça, ça représente plus de 30% de ce que l'on consomme et donc que l'on produit nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est une grosse partie, un gros changement. Et on a voulu surtout servir aussi de laboratoire par rapport à d'autres, en se disant que ça emmènerait d'autres stations sur ces pistes. Et l'autre aspect, c'est aussi de moins consommer. Donc ça veut dire moins consommer d'électricité quand on a des remontées mécaniques, ça veut dire adapter la vitesse en fonction de la fréquentation. Donc en clair, aller moins vite quand il y a moins de monde et doser suffisamment pour qu'il n'y ait pas de queue à d'autres moments. Ensuite, on a des dameuses qui utilisaient du gazole et qu'on a passé maintenant avec un carburant qui s'appelle du HVO avec de l'huile de friture. De l'éco-conduite aussi pour nos dameurs pour apprendre à moins consommer quand on est sur l'entretien des pistes. Donc,
Et puis un dernier point aussi important, c'est j'entendais parler précédemment de la fresque du climat. On l'a fait aussi pour tous nos collaborateurs. On l'a proposé, c'est pendant le temps de travail. Hein. Quand je vous parlais de 500 personnes, vous voyez que c'est assez engageant. Et on essaye de le développer aussi avec tout notre environnement, que ce soit les communes, les offices du tourisme, les restaurateurs, etc. Parce que une station de ski, c'est un petit monde un peu complexe et complet. Et en tout cas, on sent bien qu'il faut que tout le monde se lance dans la démarche pour que ça ait des effets visibles. Oui, alors vous avez également entrepris une nouvelle action pour aller plus loin. C'est avec l'appui de l'OPCO, une formation au télépilotage de drones pour suivre l'état du manteau neigeux. Vous avez décidé de former plusieurs de vos salariés. Alors ça remonte à un an et demi déjà. Vous avez un peu de recul sur cette démarche de formation? Oui, effectivement, au départ, on est parti avec un télépilote de drone, en clair, quelqu'un qui avait à la fois les compétences, qui était dans un autre métier. Hein, c'était quelqu'un, alors là, je vous défie de savoir ce qu'est le métier de nivoculteur. C'est en fait les personnes qui fabriquent la neige de culture, donc de nuit, hein, puisque pour fabriquer cette neige, il faut avoir du froid, donc c'est très souvent la nuit. On épand de l'eau en fines gouttelettes. Et bref, cette personne qui avait déjà cette compétence dans ce métier-là, à titre perso, était très impliquée sur du pilotage de drone. Et en fait, on a vu un développement sur un nouveau type d'activité en interne qui permettent de faire des mesures ultra précises sur notre domaine pour connaître exactement les hauteurs de neige. Et derrière, de pouvoir affiner très précisément les endroits où il fallait produire de la neige et faire du damage, donc amener cette neige, la déplacer. Donc tout ça, vous voyez, dans un optique vraiment d'optimiser et d'utiliser le juste nécessaire. Oui, pas trop effectivement de neige et seulement aux endroits où ça peut être utile. Et on verra tout à l'heure que voilà, il y a d'autres projets, d'autres sujets sur lesquels vous pourriez avancer. Alors, troisième témoignage d'entreprise, Mathieu Kerleroux. Alors, Mathieu Kerleroux qui n'a pas retrouvé sa caméra, mais normalement qu'on devrait entendre avec le son. Vous nous entendez bien? Moi, je vous entends bien, je suis désolé. Bon, parfait. Non, bah, écoutez, c'est pas grave. Donc, vous êtes co-dirigeant d'Alliance Médical Service. C'est un prestataire de santé à domicile. Vous employez 17 salariés en Bretagne. Vous avez votre siège dans le Finistère. Vous intervenez, alors plus précisément, peut-être ça va davantage parler aux participants. Vous intervenez chez plus de 2500 patients qui sont atteints de troubles respiratoires, d'apnée du sommeil, d'autres pathologies et finalement, eh bien, ça leur permet de rester à domicile. Vous avez commencé à vous engager dans une démarche RSE il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Pourquoi et comment vous êtes-vous engagé? En fait, tout d'abord, c'est par conviction. C'est vrai que la société que j'ai rejoint donc, il y a maintenant 13 ans, quand je l'ai racheté, il y avait un adage qui était un esprit des valeurs, une équipe. Et quand j'ai posé la notion de valeur à mes 15 collaborateurs à l'époque, j'ai eu 15 réponses différentes. Donc je me suis dit, fondamentalement, il est essentiel d'arriver à voir qu'est-ce qui nous unit, quelle est la raison d'être qui est la nôtre, et dans quelle mesure on peut travailler ensemble. Donc on s'est appuyé pour le coup sur des consultants extérieurs qui nous ont aidés à formaliser nos valeurs propres au sein d'Alliance Médical Service. À partir de là, eh bien, effectivement, ça nous a permis de définir un vrai plan stratégique aussi, de manière collaborative à travers des outils d'intelligence collective, permettant justement de réfléchir ensemble vers où on voulait aller, quelle était notre feuille de route, quelle était la vision que l'on voulait avoir. Bien évidemment, c'est moi qui l'a donnée, mais en l'occurrence, on réfléchissait davantage sur le comment. Oui, vous avez d'ailleurs eu cette réflexion avec la totalité des salariés, élaborant à l'issue de ces ateliers une feuille de route précise. 2-3 exemples d'actions, de nouvelles démarches que vous avez mis en place à l'issue de ces ateliers de réflexion. Alors on en a réalisé beaucoup, hein, puisque ça aboutit d'ailleurs par la suite à une labellisation ISO 26000 liée à notre secteur d'activité qui est la prestation de santé à domicile. Puis après, on s'est orienté davantage dans le secteur territorial avec l'ISO 26000 Bretagne.
Des exemples qu'on peut retenir, par exemple, c'est déjà la création d'une autre entité, puisque Alliance Médicale Services est spécialisée sur le curatif, c'est-à-dire en fait, on est vraiment à l'interface entre les médecins et les patients, et on met en place des dispositifs médicaux répondant à leurs besoins, leur permettant de rester chez eux ou de vivre presque normalement ou normalement sans devoir rester à l'hôpital. Et là, en fait, on a mis en place une autre entité qui s'appelle Kenvad, qui pour le coup est spécialisée sur les enjeux de prévention et donc permet pour le coup à nos patients d'avoir une gamme de services complémentaires leur permettant de mieux manger, mieux bouger, mieux gérer leur stress, mieux faire face aux problématiques d'isolement social, etc., etc. Ouais, ça, c'est pour le volet sociétal. Et en matière d'empreinte carbone et de transition écologique, vous avez également mis en place un certain nombre d'actions. Alors, quelques exemples, vous en avez beaucoup d'ailleurs à partager, mais quelques exemples peut-être principaux sur cet aspect-là. Alors, on a pu bénéficier pour le coup d'un accompagnement avec l'ADEME pour la mise en place d'un bilan carbone qui nous permettait effectivement d'élaborer un vrai plan d'action sur ce sujet. Et donc, ça nous a permis de mettre en place une électrisation de notre parc de véhicules. Donc là, aujourd'hui, on en est à 4 sur un peu plus de 17 véhicules. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir une voilure de 2 supplémentaires chaque année. On a également, par exemple, des choses assez simples, généraliser la mise en place de LED dans tous nos locaux qui sont, pour le coup, beaucoup moins énergivores. Voilà, donc il y a pas mal de choses. On a réfléchi aussi à la mise en place, ça c'est vraiment le travail d'une réflexion collective, à la mise en place de plantations d'arbres. Donc lors de chaque prescription qui nous est apportée par des médecins, eh bien on prend l'engagement devant un huissier pour pouvoir planter un arbre en Bretagne pour contribuer au reboisement de notre territoire. Et en fait, non seulement c'est nous qui le faisons, mais c'est aussi nos patients, ce qui permet de créer du lien social supplémentaire au niveau de nos patients. On va accueillir à l'écran la conseillère de l'OPCO-EP qui vous accompagne, Gouzelia Legrand, et voilà, qui va nous parler du type d'accompagnement qui peut être mis en place, puisque finalement, il y a beaucoup de dispositifs qui peuvent aider l'entreprise à accélérer sur ces enjeux. Et dans votre cas, vous étiez engagé depuis longtemps et finalement, on se rend compte qu'un accompagnement peut aussi permettre d'aller plus loin, parfois d'aller plus vite et puis parfois de prendre en charge aussi une partie de ce qui peut être mis en place. Gouzelia, vous nous entendez? Bonjour. Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tout le monde. Je m'excuse également, je n'ai pas de caméra. On n'a pas fait exprès avec Mathieu, mais j'ai un souci également. Vous m'entendez aussi? Oui, on vous entend, D'accord, très bien. parfaitement. Donc voilà, Oui. la Bretagne ne sera pas visible aujourd'hui lors de ce webinaire, mais en tout cas est bien audible. Alors Gouzelia, quelques éléments sur les possibilités d'accompagnement dans le type d'enjeux et de configuration que vient de décrire Mathieu Kerleroux. Donc, Alliance Médicale Services a pu bénéficier, mais ça date déjà de quelques temps, de quelques années, de l'appui Conseil RH. On a beaucoup parlé de cette prestation Conseil RH. Et c'était vraiment avec l'objectif de mieux comprendre ces enjeux stratégiques et ces enjeux en termes de RH. Cet accompagnement a permis d'identifier les besoins en recrutement, bien évidemment, d'améliorer aussi l'intégration des nouveaux collaborateurs, mais également, vous savez, attirer et fidéliser les nouveaux talents ou déjà les collaborateurs qui travaillent au sein de l'entité et renforcer la formation des équipes. Parce que donc chaque année, et Mathieu Kerleroux, il pourra en parler, l'entreprise, suite aux entretiens professionnels et suite aux stratégies de l'entreprise, met en place un plan de formation, plan de développement des compétences afin de former les salariés. Et sur les formations métiers, parce que les formations métiers sont nombreuses dans ce domaine, mais également les formations notamment liées à la transition écologique et énergétique. Et bien sûr, avec une prise en charge financière qui est décidée par les sections paritaires de la branche. Et également, vous savez que Alliance Médicale Services est très, très sensible à l'alternance depuis des années. Il y a tous les ans des recrutements des alternants.
beaucoup sur les métiers transverses, de métiers de support. Donc, ces alternants, bien évidemment, ils bénéficient aussi de parcours de formation. Donc, pour peut-être conclure, l'Alliance Médicale Service a une grande sensibilité sur la formation et sur l'alternance. Il est connu du tissu économique pour ses actions RSE, éco-responsables et orientées vers le bien-être, parce qu'on en a parlé aussi de ça. Oui. Alors, précisément, peut-être on va faire un petit tour d'écran pour voir quels sont les impacts de ces différentes, démarches. Stéphane Cholot, on parlait tout à l'heure de toutes les démarches que vous aviez mis en place à Serre Chevalier, de la formation aussi, de plusieurs salariés au télépilotage, en plus de leur mission habituelle. Vous en ressentez les effets? Il y a une attitude de la clientèle, des interrogations qui sont un peu plus fortes. C'est une démarche qui, économiquement aussi, peut être valable? Oui, alors vis-à-vis de la clientèle, on le mesure, on sent un frémissement, mais c'est pas encore, je dirais, un des choix des clients pour dire on se dirige plutôt vers une entreprise qui est engagée dans cette démarche plutôt que vers d'autres. Mais voilà, on pense que ça va évoluer pour la suite. Après, les impacts sur tout ce qu'on a pu mettre en œuvre, oui, on le mesure. Quand je vous parlais de réduction de 30%, enfin, de pouvoir à la fois consommer 30% de l'énergie qu'on produit nous-mêmes, et puis en plus d'avoir réduit de 30% notre consommation, à notre échelle, c'est en millions d'euros que ça se mesure. Donc c'est très concret. Et puis en plus, quand je parlais de neige de culture, vous savez que les stations de ski sont quand même très souvent sous le feu des projecteurs, notamment pendant la période hivernale, sur les bons gestes qu'on peut avoir ou les mauvais gestes, et que voilà, la ressource en eau, c'est primordial de la préserver pour pouvoir préserver cette ressource et avoir pour la suite. Ouais, donc non seulement c'est bon pour la planète, mais économiquement, c'est aussi valable. Florian Coulin, vous nous évoquiez tout à l'heure des premiers retours suite à l'accompagnement et à la formation d'un certain nombre de vos salariés à de nouvelles méthodes, à de nouveaux produits, au réemploi de certains légumes, de certains fruits, etc. Ça se chiffre également de manière assez conséquente aujourd'hui? Oui, alors nous c'est pas en millions d'euros, mais c'est plutôt en centaines d'euros à la semaine. Et ce qu'il y a, c'est que la formation qu'on a fait, tout est pesé, cadré, et on sait exactement où on va à chaque fois qu'on fait, on détermine un nombre, une quantité qu'on veut. Et vu qu'on a tout détaillé à la pièce, on sait exactement quelle quantité on doit cuire par rapport à la vente. Donc par rapport à ça, déjà, on a fait pas mal d'économies là-dessus, pour nos commandes, pour la mise en place, pour faire les mises en place, pour les salades, pour les choses comme ça. Et les méthodes de cuisson, ça nous permet aussi de cuire dans le même four du riz, des pâtes, du quinoa et du petit épeautre dans le même four. Donc avec une méthode de cuisson qui est un peu novatrice, avec des temps différents, bien sûr, en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis on a intégré nos collaborateurs qui sont pas forcément dans l'opérationnel puisqu'ils sont dans la vente. Et donc du coup, on ressent aussi une meilleure gestion de la vente puisque elles sont impliquées dans la partie opérationnelle, donc dans la partie fabrication. Donc du coup, au niveau de l'équipe, chez nous, on a senti une grosse amélioration aussi là-dessus, dans l'entente des équipes et le fait que de partager un peu les mêmes choses. Et donc du coup, ça a rapproché les équipes par rapport à ça, puisqu'ils utilisent le même matériel, ils utilisent la même chose. Et puis surtout pour la vente, ça nous a permis de développer la vente plus facilement, du fait que les vendeuses soient dedans. Et c'est vrai qu'au niveau aussi, le fait de travailler en local, de travailler en tout ça, ça nous fait venir aussi les locaux qui viennent à la boutique, puisqu'on les fait travailler d'une façon ou d'une autre. Donc du coup, le bouche à oreille fait que ça prend, parce que nous on est beaucoup sur le bouche à oreille. Et aujourd'hui, on voit un gros impact pour nous sur la vente du salé. On en parlait tout à l'heure avec
avec Thierry Roux, on a regardé un peu les chiffres là encore aujourd'hui et on voit une nette évolution de notre panier de midi, quoi. Ouais, donc de très voilà. nombreux Aujourd'hui, ça a acteurs. pris. Ouais. Vous Ouais, disiez, tout s'est réuni, on fait des économies d'énergie, notre personnel est plus impliqué, et c'est vrai qu'on travaille en circuit court uniquement. Alors forcément, les produits changent en fonction des saisons, et on fait pas tout le temps parce qu'il y a aucun intérêt. Donc il y a des moments où on va plus travailler d'autres produits. Là, les salades vont attaquer bientôt parce que on n'a pas encore les aubergines qui arrivent du coin. Voilà, donc en fait, on a une grosse formation par rapport à ça pour adapter notre vente par rapport à la saisonnalité. Voilà. Ouais, Donc, merci beaucoup pour votre témoignage. On termine avec vous, Mathieu Kerleroux, et notre webinaire touche à sa fin. Encore quelques minutes avec pas mal d'infos pratiques à suivre dans les prochaines minutes. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez mis en place, Mathieu, un certain nombre de démarches à la fois sociétales pour les patients en leur proposant de la prévention environnementale. On se dit que toutes ces démarches, elles sont chronophages, qu'elles ont un coût. Mais elles sont aussi payantes pour le développement de votre activité? Comme tout chef d'entreprise, on regarde et on imagine les choses en termes de retour sur investissement. Donc naturellement, si on prend des chiffres, moi, la labellisation, ça m'a coûté 9 000 €, un peu plus de 9 000 € sur 3 ans. Il y a des aides de la région Bretagne qui sont impactées là-dessus. J'ai une aide également d'une banque. Donc, au global, sur une année, ça fait du 1300 € à peu près annuel que je dois payer sur 3 ans. En retour de ça, je me retrouve avec des indicateurs. Par exemple, avec 17 collaborateurs, j'ai eu 2 jours d'arrêt de travail l'année dernière. Ah oui. 2 jours d'absentéisme. Voilà. En termes d'engagement, le fait de donner une feuille de route et de poser des moments durant lesquels il y a une vraie dynamique, eh bien, ça permet effectivement d'avoir des personnes qui ne font pas du présentéisme et qui sont fortement engagées. Ouais, donc plus d'engagement, moins de turnover, plus de fidélisation et un aspect également intéressant, l'utilisation du matériel médical par les patients à domicile est plus importante, ce qui génère des remboursements plus importants de la sécurité sociale? Dans notre secteur d'activité, effectivement, on est payé par l'assurance maladie et on est rémunérés en fonction de nos performances. Donc, nos patients, s'ils sont observants, c'est-à-dire s'ils suivent leur traitement, on est mieux payé que s'ils ne le suivent pas ou pro. Et aujourd'hui, la moyenne nationale sur l'apnée du sommeil, par exemple, est autour de 76% de patients qui sont dits observants. Aujourd'hui, nous, on est, les derniers chiffres là, on est à 95% de patients observants. C'est-à-dire que par patient, on est remboursé sur des bases de 4 € net de plus que ce que la concurrence peut avoir au volume de patients. Donc, c'est nettement plus intéressant. Et certes, l'investissement de la RSE est bien, le retour sur investissement est bien meilleur. Donc, il y a une vraie volonté d'être en phase avec ces valeurs, mais également un intérêt économique. Ouais, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à tous pour ces témoignages très concrets. On va conclure ce webinaire avec plusieurs informations pratiques avec Karine Brunel qui va nous rejoindre à l'écran, coordinatrice projet au sein de l'OPCO EP. Karine qui va nous livrer quelques informations sur les solutions d'accompagnement des entreprises qui sont en train d'être revues. Bonjour Karine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on a vu un certain nombre d'accompagnements. Souvent quand même, c'est individualisé. C'est du coût humain en fonction des enjeux de chaque entreprise. Et pour renforcer la pertinence de cet accompagnement, OPCO EP est en train de revoir le format des pré-diagnostics qui sont effectués par les entreprises avec leurs conseillers. Oui, tout à fait Nicolas, effectivement, les pré-diagnostics transition écologique et énergétique ont été revus avec une restructuration des questions autour de grandes thématiques telles que la gestion des déchets, les achats, la mobilité, en fait tout ce qui a été évoqué lors de ce webinaire, et il vise à encore mieux identifier les besoins de l'entreprise en matière de transition écologique et énergétique.
L'objectif de ce prédiagnostic est donc de mieux identifier le degré de maturité de l'entreprise par rapport à ses enjeux sur le sujet de la transition à travers une cartographie qui indique visuellement son positionnement et une petite synthèse qui permet d'identifier quels sont ses points forts et ses axes de progrès. Je crois que c'est un point qui a été évoqué par un des dirigeants tout à l'heure. Ça permet également aux conseillers de proposer des solutions d'accompagnement qui vont être adaptées en fonction de cette maturité qui aura été analysée, avec des solutions qui vont être structurées autour de 3 grands axes. Un axe de sensibilisation, comme par exemple où le conseiller va conseiller par exemple à l'entreprise d'aller voir un petit peu les informations qui circulent sur notre site internet, notamment ces webinaires, mais plein d'autres choses également. On a également une plateforme de contenu sur la transition écologique et énergétique qui est accessible. Sur l'axe de l'accompagnement, il va y avoir bientôt le diagnostic accompagnement transition écologique et RH, puisqu'effectivement, l'ensemble des intervenants se sont fait accompagner pour pouvoir mettre en place une démarche cohérente dans leur entreprise. Donc, ça nécessite effectivement un accompagnement souvent par un prestataire externe. Et également sur l'axe formation, puisqu'effectivement, pour l'instant, les entreprises sont suivies via des actions individuelles de formation pour effectivement faire du sur-mesure, mais sur certaines thématiques d'action, je pense notamment à l'éco-conduite, seront bientôt disponibles des actions collectives, transition écologique et énergétique, qui seront, normalement, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année, donc on a encore un petit peu de temps sur ces sujets. Deux, trois infos pratiques par rapport à ces nouveaux pré-diagnostics. Ils vont durer combien de temps lors du rendez-vous avec le conseiller? Ce sera à partir de quand et comment est-ce qu'on peut les solliciter? Alors en fait, dès le mois d'avril, les entreprises pourront donc solliciter leurs conseillers en région pour pouvoir effectivement réaliser un pré-diagnostic. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce pré-diagnostic est gratuit. La durée d'environ une vingtaine de minutes, ce qui permet aussi d'avoir quand même un échange avec l'entreprise et de valider un certain nombre de pistes effectivement qui pourront être proposées. Donc il suffit en fait de contacter le conseiller de la région concernée pour pouvoir bénéficier de ce service. Alors, ces pré-diagnostics peuvent être prolongés par un accompagnement RH renforcé. On l'a vu tout à l'heure à travers les témoignages. Et là encore, l'OPCO revoit son offre de service et va proposer une nouvelle version de ces accompagnements. Ce sera quoi les nouveaux contours? Alors, en fait, c'est une solution de diagnostic, accompagnement, transition écologique et ressources humaines qui peut intervenir donc suite à un pré-diagnostic. La particularité de cette offre, et comme son nom l'indique, c'est de réunir au sein d'une même prestation conseil 2 compétences distinctes mais complémentaires. Une compétence avec un prestataire qui sera plutôt technicien, on va dire, sur les éléments de transition écologique et énergétique pour l'analyse des enjeux et approfondir les impacts de la transition sur l'activité de l'entreprise, et également au sein de la même prestation, une compétence plus orientée RH et organisation qui va permettre d'analyser les impacts de la transition écologique et énergétique sur l'organisation interne, puis les compétences des salariés. Alors, l'objectif et l'approche proposée, c'est d'abord de réaliser un diagnostic complet qui va permettre aux dirigeants d'avoir une vision globale pour pouvoir ensuite décider et agir. Il propose des préconisations, bien évidemment, et puis un plan d'action qui va être co-construit pas à pas avec le dirigeant. Sa finalité, c'est d'accompagner et impulser les transformations liées à la transition écologique et énergétique de l'entreprise grâce à un plan d'accompagnement sur mesure. Et on a vu effectivement à travers les témoignages lors de ce webinaire la valeur de cet accompagnement, d'un accompagnement qui soit véritablement sur mesure. Info pratique, durée de cet accompagnement, financement? Alors, la durée de l'accompagnement est de 5 à 7 jours en fonction de la taille de l'entreprise. L'OPCO-EP a sélectionné 3 prestataires par appel d'offres pour intervenir sur l'ensemble du territoire. Et l'intervention du prestataire bénéficiera d'un cofinancement de l'État de 50%. Pour pouvoir bénéficier de cette solution, elle sera donc disponible au même titre que les prédiagnostics à compter du mois d'avril. Et pour pouvoir en bénéficier, il suffira de contacter le conseiller en formation de sa région. Alors, on va clore ce 4e webinaire avec un rappel des 3 précédents, Karine. Sur quoi portent-ils et comment peuvent-ils être regardés?
Alors en fait, ils sont disponibles sur notre site internet. Les 2 premiers webinaires que nous avons réalisés étaient intersectoriels. Il y a eu un webinaire au mois de novembre, la transition écologique et énergétique, un enjeu économique à portée de toutes les entreprises. Ont été développées les raisons pour lesquelles les entreprises s'engageaient, quelles étaient leurs motivations, les ambitions des entreprises qui ont engagé ces démarches. Et à ce titre, plusieurs témoignages d'entreprises sont présentés. Un lien va être proposé dans le fil de discussion. Le deuxième webinaire était au mois de décembre. Il était plutôt orienté sur comment se lancer simplement et par où commencer. Donc, c'est un webinaire plutôt orienté pratico-pratique sur les bonnes pratiques justement pour pouvoir démarrer une action avec des témoignages de TPE et PME qui ont déjà pris une longueur d'avance pour donner à voir un petit peu de ce qu'elles font et comment elles s'y sont pris. Là également, le lien vers le replay va être mis dans la file de discussion. Un troisième webinaire a été réalisé au mois de février pour la branche de la promotion immobilière. Donc, dans la branche de la promotion immobilière, un engagement déjà réel. Et là, l'émission a été réalisée et dédiée spécifiquement au secteur de la promotion immobilière avec des focus spécifiques et des illustrations concrètes. Voilà, effectivement, les lien liens sera sont en train d'être postés. Voilà, on a les 3 liens qui ont été postés dans le chat. Merci à vos collègues de l'OPCO qui ont posté ces liens. Un tout dernier mot, quel sera le prochain webinaire dédié à la transition écologique énergétique? Alors, le prochain webinaire est programmé le 3 avril prochain à 14h. Donc, il s'agira effectivement de la transition écologique et énergétique. Quelles compétences sont nécessaires? Quelles actions pour les faire évoluer? On mettra donc l'accent sur les transformations que produisent l'intégration de la transition écologique et énergétique dans l'organisation des entreprises, ses impacts sur les métiers et les compétences, ainsi que les leviers d'action apportés pour la mise en place de formations, avec donc de nouveaux témoignages d'entreprises à la clé. Merci beaucoup, Karine. C'est la fin de ce Merci webinaire. Merci aux intervenants. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci de votre attention et à bientôt.